Et ben voilà, Betty Milan, bonsoir, bonjour. On est sur le même fuseau horaire. Oui, Vous êtes à à Paris. Paris. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté. Donc, vous le savez, je répète un petit peu, on va parler en tout cas autour d'un livre qui vient d'être réédité, mais pas que d'un livre qui vient d'être réédité, pendant à peu près 31 minutes. C'est un peu comme une émission de radio. Ça va passer de manière très courte. C'est pas un timing. Bon, allons dans le vif du sujet. Viendrait d'être réédité en français, mais pas qu'en français, parce que vous êtes d'abord, vous êtes toujours une psychiatre qui est devenue psychanalyste et qui a traversé l'Atlantique. Alors j'évoquais le même fuseau horaire parce qu'aujourd'hui, lorsque vous me parlez, vous êtes à Paris, mais la plupart du temps, vous êtes à Sao Paulo, vous êtes brésilienne et vous êtes venue à Paris au début des années 70, rencontrer le fameux docteur Lacan, dont vous avez tiré plusieurs ouvrages, mais également vous avez une pratique au-delà de votre clinique, Betty Milan, d'écrivaine. Donc Betty Elisabeth Milan, ça fait déjà deux prénoms par l'écrivaine, psychiatre et psychanalyste que vous êtes. Et donc les éditions RS viennent de rééditer cet ouvrage qui s'appelle Pourquoi Lacan. Et je me suis dit, c'est l'année France-Brésil, non pas uniquement, on ne va pas parler que de ça, mais c'est aussi un petit peu mon idée non pas vous interroger, mais de vous donner la parole comme vous le faites et comme ça a été le cas d'ailleurs dans un autre ouvrage qui s'appelait Adieu Lacan aux éditions RS, voilà. Et en fait, il y a trois ouvrages publiés aux éditions RS. Mais la réédition de Pourquoi Lacan, cette nouvelle réédition, elle est très importante parce que vous avez souhaité rajouter dans cet ouvrage un entretien avec Marie Ruti, qui était votre éditrice, si j'ai bien compris, qui est très éclairant à la fois sur votre texte très dense, authentique, originel et original, de ce que peut être une analyse et ce qu'a pu être votre analyse avec le fameux docteur Lacan. Ça fait déjà beaucoup de paroles à moi tout seul. Que pouvez-vous rajouter, Elisabeth? Je, Dites-moi. je voulais dire que Pourquoi Lacan est un livre qui a été écrit euh, 40 ans après mon analyse. Et beaucoup de gens m'ont demandé, mais pourquoi avoir pris si longtemps pour témoigner? Euh, Pendant que je faisais mon analyse, Philippe Solers m'avait demandé de témoigner, mais je n'avais pas la distance qu'il fallait pour le faire. Et avant de d'écrire ce témoignage qui a été d'abord écrit en portugais, très rapidement, c'était pendant le confinement. Euh, et on m'a dit, écoute, il serait temps que tu dises exactement ce qui s'est passé. Parce que avant de témoigner de ce qui s'était passé, j'ai écrit un roman j'ai passé 5 ans à écrire ce roman parce que c'était pas, je ne savais pas comment écrire un roman. Euh, et j'ai énormément travaillé pour euh, caser l'histoire de l'analyse avec l'histoire de la diaspora, parce que je suis petite fille d'immigrants et euh, je pense avoir dit dans le roman ce que je n'ai pas pu dire en analyse. Parce qu'on ne dit pas tout en analyse. Mais l'analyse a continué à travailler à travers le roman. Plusieurs années après, qui a été écrit en portugais, traduit en français, et plusieurs années après, j'ai voulu écrire une pièce de théâtre euh, pour, avec le drame de la diaspora, le drame, la question du genre, de la difficile appartenance au genre féminin lorsqu'on est, on est dans une famille d'origine orientale. Et donc, j'ai écrit Goodbye Doctor. Non, j'ai écrit Adeus Doctor, qui est devenu d'abord euh, Adieu Lacan, mise en scène au théâtre du Rond-Point par Jean-Luc Paliès, et puis après traduit en anglais et lu.
grâce à Paula Mieli. Il y a beaucoup de gens à qui je dois remercier. Euh, Lu dans son séminaire avec la direction de Richard Leeds, le réalisateur du film. Quand il a fini, quand la lecture est finie, il m'a dit, il faut en faire un film. J'étais très étonnée et un peu résistante. Je me disais, mais qu'est-ce que ça va devenir, etc. Et c'est devenu un film vraiment que je considère extraordinaire. C'est un classique. Enfin, le dispositif analytique, on le voit très bien dans ce film. On voit bien aussi ce que c'est que la diaspora, ce que c'est que d'être descendant d'immigrants, etc. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais il a fallu passer par la fiction pour arriver à un témoignage très simple, et très accessible. C'est d'ailleurs quelque chose qui est évoqué dans votre entretien avec Marie Ruti, hein. Elle vous pose différentes questions, dont cette question du passage entre la fiction, la réalité. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui est nécessairement à lire, mais ce qui est certain, c'est que vous évoquez différents travaux qui ont pris plusieurs formes, le livre dans différentes langues, et puis le film. Ce qui est quand même assez rare parce que le témoignage, non pas d'une passe, mais de ce qu'est une analyse, on a souvent pour les Français ou les personnes de langue française une saison chez Lacan. Hein, on a ce livre d'un homme, alors que vous, ça a pris plus de temps, ça s'est presque, on pourrait dire, enchaîné dans un après-coup logique, mais aussi avec un choix de chaque mot ciselé, avec une importance. Tout est pesé. Vous l'avez évoqué là maintenant. Euh, Moi, j'ai envie de dire, ça fait bien longtemps que vous n'êtes plus la petite turque. C'est bien ça vous fait Et sourire. la petite brésilienne. Et la petite brésilienne, ni petite ni brésilienne, mais il y a cet enchaînement et ce dialogue entre deux langues, entre deux personnes. Et ça, effectivement, en tant que psychanalyste, c'est ça qui nous intéresse, mais je pense que c'est un livre qui ne peut aussi intéresser pas uniquement les psychanalystes ou les analysants, parce que vous revenez aussi de manière brillante, éclairante et précise sur ce qu'est une analyse en remettant en cause des a priori sur le docteur Lacan à travers votre Oui. témoignage. Ah oui, d'ailleurs, ce qui a déclenché aussi l'écriture de ce livre, c'était une interview que j'ai faite avec Rudinesco pour le Grand Journal de São Paulo, où elle tenait à elle avait cette idée que Lacan faisait des séances dites courtes, elles n'étaient pas forcément courtes, elles étaient de temps variable, pour des raisons économiques. Et ça, vraiment, c'était une idée insupportable. Parce que, et j'essaye de montrer dans le Pourquoi Lacan qu'il y avait une raison analytique. C'est-à-dire que, bon, moi j'avais fait 6 ou 7 ans d'analyse avec un Kleinien avant de venir en France. Et euh, la séance à temps fixe, elle peut favoriser la résistance, enfin, une des grandes découvertes de Lacan, c'était que, bon, dans la mesure où il pouvait, il utilisait non pas la montre, mais où il coupait après un signifiant qui lui paraissait significatif, euh, l'analysant sortait dans un état de surprise, d'étonnement et continuait à travailler. Donc Lacan a eu le mérite de dire non à l'interprétation de la signification et de laisser l'analysant, d'ailleurs le terme, c'est pas patient, c'est analysant, faire l'analyse, de donner à l'autre la parole à travers son écoute. Et c'était vraiment génial. Enfin, c'est. C'est très, très précis. D'ailleurs, votre ouvrage est dense. Je reviens par rapport au choix précis des mots. Là, ce que vous venez d'évoquer,
analysant, patient. C'est quelque chose qui apparaît, puis d'un seul coup, on le lit. Bien évidemment, c'est éclairant, on le sait. Exactement, effectivement, que ce rapport à la coupure. Vous avez des phrases, j'en ai relevé plein. Mais il y en a une ou deux quand même qui sont assez en résonance, non pas avec le passé, mais avec le présent de ce que peut être la psychanalyse. C'est-à-dire au-delà de votre analyse à Paris, que vous avez poursuivi en tant qu'analyste. Vous avez, par exemple, vous écrivez dans cet ouvrage, à propos de Lacan, bien sûr, grâce à son expérience clinique, il avait fait de la brusquerie un ressort analytique terriblement efficace. Et plusieurs fois, vous évoquez ce Lacan en maître zen, sans rentrer dans la théorie, ça rappelle un petit peu les a priori qui circulent sur ce qui se passait dans le cabinet du numéro 5 rue de Lille, parce que vous insistez également avec cette Ah oui, adresse à la manière où cette adresse où il vous reçoit, mais de quelle manière il s'adresse à vous. ah oui. Enfin, d'emblée, enfin, moi j'étais venue, je n'étais pas venue pour faire une analyse avec Lacan, j'étais venue pour lui apporter une lettre. Euh, Ah oui, Avec c'est la vrai, cher Betty. demande qu'il D'ailleurs, il envoie un émissaire au Brésil hmm, pour nous enseigner sa théorie on était en train sur laquelle on était en train de travailler. Et Lacan a tout de suite pigé que l'émissaire, c'était moi. Mais bon, euh, alors, il me met en analyse de la manière suivante. J'étais venue avec mon compagnon de l'époque, nous rentrons tous les deux dans son bureau, il y a je lui dis que j'étais venue pour lui apporter cette lettre, faire une invitation, lui demander de nous indiquer un psychanalyste, etc. Et il me dit, ah, bah, très bien, euh, revenez demain, apportez-moi ça revenez demain, euh, précisez-moi les conditions de l'invitation. Alors, je reviens demain avec le compagnon à qui il dit, non, vous pouvez attendre dehors. Et dans euh, cette deuxième fois, il me dit, euh, bon, quelle est votre origine, etc. Je lui parle du Liban. J'avais jamais parlé de mes origines dans l'autre analyse. oui, vous aviez, quand vous arrivez à Paris, hein, pour que les gens comprennent, vous aviez déjà, quand vous arrivez à Paris, commencé une analyse, vous étiez Oui, déjà psychiatre au Brésil. Et, oui, voilà. Et donc, apparemment, le docteur Lacan, lui, directement, s'adresse à vous et vous évoquez cette origine du Liban qui n'avait pas été évoquée pendant des années d'analyse au Brésil. oui. C'était le grand refoulé. Et, et alors, il me dit, revenez demain, mais apportez-moi ça par écrit. Et cette fois-là, la troisième fois, je lui dis, en fait, ce que je voulais, ce serait faire une analyse avec vous. Je pourrais vous revenir dès que j'aurai fini mon doctorat, je peux revenir dans 2 ans, et rester 4 mois. Il me dit, très bien, euh, écrivez-moi dès que vous serez prête. Et c'est-à-dire que il avait l'intelligence d'accepter le possible. Hmm. Je me retrouve souvent avec des analystes qui font une tranche avec moi et qui ont la difficulté d'accepter le possible. C'est avec ça qu'on travaille. Alors, est-ce que ça veut dire que lorsque vous écrivez, chacun a l'analyse qu'il mérite? Ah oui, C'est un peu ça. Donc, ce qui mérite, ça veut dire que c'est pas une question d'argent ni de ce qu'on va mettre sur la table financièrement, comme certains collègues peuvent le penser par rapport à la somme de l'analyse, le nombre d'analyses, et puis vous l'avez évoqué, le nombre de minutes, de secondes, d'heures ou d'années. Il s'agit effectivement chacun a l'analyse qu'il mérite au sens de ce qu'il mérite pour lui déjà. Il y a un pas en avant. ouais, de ce qu'il va faire, de l'effort, de ce qu'il met en, de ce qui, de la façon dont il paye de sa personne.
c'est pour ça que vous écrivez également, hein, l'analyste devait donner, donc l'analyste, là, dans cette phrase, c'est l'analyste Lacan, mais en fait, ça pourrait être tous les analystes, vous et moi. L'analyste devait donner à chaque séance la preuve de sa compétence. Ah Sa oui, compétence, ce n'est pas le sujet supposé savoir, sa théorie, ou ses médailles de clinicien, c'est cette ouverture, hein, qui est une espèce, je dirais, de chevaleresque, puisque vous parlez d'amour courtois ou des choses comme ça. oui. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Soutenir le transfert. Ah, nous y Sa voilà. compétence dans ce sens-là. Euh, et même des fois de ne pas dire ce qu'il sait. C'est souvent même souhaitable. Cette question du transfert, c'est-à-dire qu'effectivement, dans l'entretien de cette nouvelle édition, vous avez posé la question, d'ailleurs, votre éditrice, Marie Ruti, qui malheureusement n'est plus de ce monde, c'est une manière aussi pour vous de lui rendre hommage, vous pose différentes questions, dont celle, effectivement, comment vous pratiquez maintenant, de quelle manière, effectivement, le transfert, quelles sont les personnes auxquelles vous vous référencez dans votre pratique de psychanalyse, parce que vous l'évoquez, c'était dans les années 70, donc il y a plus d'un demi-siècle maintenant. Mais nous n'en avons pas fini sur ce chemin de Lacan, le docteur Lacan qui vous propose de revenir, vous allez revenir, vous allez repartir au Brésil, vous allez revenir. Il y a deux périodes de tranches d'analyse avec le docteur Lacan, mais surtout, à un moment donné, vous allez également, puisqu'on a tout de suite parlé de cette question de la langue, ou cette réponse de la langue, vous avez quelque chose de très particulier, c'est que vous revenez au Brésil avec les écrits techniques de Freud. Oui, parce que la seule manière pour moi de supporter, de vivre en France sans ma langue natale, la langue dans laquelle j'écris, euh, c'était de passer à la traduction. C'est pour ça que j'ai commencé à traduire Lacan. C'était la première traduction faite en langue portugaise et dans laquelle j'ai beaucoup travaillé avec Lacan. Je lui amenais des textes, il me répondait par des petits billets, je discutais avec lui du choix des concepts parce il fallait inventer des concepts en portugais qui n'existaient pas, les néologismes de Lacan. Et puis, je me suis retrouvée au Brésil quand j'ai fondé l'école lacanienne d'où sont sortis les autres, avec des gens extraordinaires qui étaient des poètes, qui étaient... Donc en 10 ans, ça a pris feu. En 10 ans, on a fait un congrès au Copacabana Palace qui est fini, où il y avait 1 000 personnes. Vous vous rendez compte? De la possibilité du présentiel qu'il avait à l'époque et qui est fini avec un grand bal de carnaval parce que le collège freudien euh, a fait une interview avec ce carnavalier qui a été le plus grand artiste populaire du Brésil du siècle dernier, où il raconte qu'il est homosexuel. C'est la première fois qu'il ose parler de son homosexualité. Et donc, il nous offre une fête de carnaval pour fermer le congrès de la banane. Ça s'appelait comme ça. Alors, on est le 19 juin 2025. Votre livre vient de sortir il y a quelques semaines. Cette nuit, si vous êtes d'accord, d'autres personnes pourront nous entendre. Et donc, c'est pour ça que j'évoque ce week-end, vous allez être invité à parler du carnaval parce que vous avez écrit en tant que psychanalyste après votre analyse sur le carnaval, puisque ce week-end, il y a une grande rencontre à l'ambassade du Brésil à Paris entre des collègues psychanalystes du Brésil et de la France, et dans lequel vous allez avoir la parole sur cet aspect du carnaval, pour dire qu'à l'intérieur de votre livre, euh, vient s'insérer, non pas de manière satellite, des œuvres en tant qu'écrivaine, auteur, mais des centres d'intérêt qui ne sont pas uniquement circonscrits dans le cabinet du psychanalyste ou culturellement circonscrits. Car le carnaval est un champ de recherche et prend sens pour la psychanalyse que vous êtes. C'est très important parce que dans le carnaval,
Il y a la mise en scène de l'enfance et il y a au Brésil une culture qui s'appelle la culture du brincar. Le brincar n'a pas de traduction, c'est la culture du jeu et qui a tout à voir avec l'enfance et le surréalisme. Donc je vais pas en parler demain sur ça, mais c'est sur ça que je suis en train de travailler. Il faut pas oublier que Freud a mis l'accent sur l'importance de l'observation de l'enfant par les psychanalystes. Il dit, par exemple, que ce que dit un enfant est une interprétation de la réalité. Et on ne le prend jamais comme ça. Alors, je, Là, le excusez, carnaval m'intéresse par sa portée artistique et par sa portée humaine. Ce n'est pas par hasard que il ne cesse pas de s'exporter en faisant tant de gens aller au Brésil, parce que c'est une usine de joie et on ne peut pas vivre sans la joie. c'est certainement pour ça que vous avez choisi un vers de Saint John Perse à l'introduction de votre, enfin l'introduction non, avant les trois parties. Ils m'ont appelé l'obscur et j'habitais l'éclat. Il habitait l'éclat, oui. Il habitait l'éclat. Puisqu'en fait, votre ouvrage est sur trois parties. Une qui s'appelle préliminaire. Très bien, ça marche très bien pour les entretiens préliminaires. Je veux faire une analyse, on l'a bien entendu, hein, votre désir. Hein, et donc, dans ce livre aussi, le désir de l'analysante, de la patiente ou du psychanalyste, de la psychanalyste. Il y a quelque chose aussi de là, du transfert, qui marche dans les deux sens, comme pour l'enfant et l'adulte. Ce n'est pas un sens unique, ça marche dans les deux sens. Le rapport du temps et l'inconscient est totalement différent. Et la preuve, le troisième chapitre, il s'intitule, puisque vous avez évoqué les enfants, Je veux être une mère. Et donc, il y a aussi ce témoignage dans votre ouvrage, non pas de ce qui est Comment psychanalyse réussi, mais, dites-moi, Betty, Comment une femme qui ne pouvait pas être une femme parce qu'elle ne pouvait pas s'identifier avec les valeurs de l'Orient peut devenir mère. Donc c'était une conquête aussi de l'analyse. exactement. Et donc, j'aime bien cette formule aussi, conquête de l'analyse, c'est-à-dire que c'est le processus, le dispositif analytique qui est opérationnel et qui produit quelque chose qui est totalement différent de ce que pourrait être du coaching, du sport, de la performance. Ça travaille avec de l'inconscient. Alors, puisque vous avez évoqué, j'ai noté plein de choses, mais on pourra pas tout dire. Mais vous avez évoqué le Brésil un peu, je vous ai suggéré effectivement le carnaval. À un moment donné, apparaît dans votre livre le mot saudade. Saudade, oui. C'est un Euh, mot portugais, oui. exactement. Comme je vous ai en interview pendant quelques minutes, comment ça se fait que ce mot arrive? Comment vous l'entendez encore maintenant? Moi, la seule saudade que j'ai, Oui, c'est la saudade, la nostalgie du futur. parfait. Je dirais, c'est presque un temps logique par rapport à ce que nous avons évoqué, et ça va beaucoup plus loin que ces aspects de la docte ignorance, de différents éléments qui sont convoqués dans votre livre et qui effectivement, qui sont à la fois connus pour les gens qui fréquentent la théorie de Lacan, qui sont connus aussi pour des gens qui sont en analyse, c'est-à-dire c'est pas une méthode pour bien faire sa psychanalyse, c'est pas bien ou mal fait, c'est un témoignage unique, profond, et je crois qu'il permet surtout de nous rapporter à qu'est-ce que pourrait être l'éthique d'une psychanalyse. Est-ce qu'il y a cette question-là? On a évoqué le rapport à l'argent, hein, qui était mal entendu, que vous avez remis en perspective tout à l'heure chez Lacan, mais il y a aussi ce rapport à l'éthique, c'est-à-dire cette disponibilité de l'analyste et aussi l'attente qu'on peut avoir d'une analyse. Est-ce bien ça? Et aussi, L'éthique, les attentes qu'on peut avoir d'une analyse, c'est-à-dire c'est une attente sans résultat, au sens le produit est toujours inconscient, mais il y a un avant et un après. ah oui, sûrement. Enfin, il y a et, et l'analyste est censé obéir à à ce qu'on appelait au Brésil une politique. Une politique.
Voilà, ça Et rapproche le mot d'éthique. Oui. ça n'a pas de, il n'y a pas de négociation possible avec ça. D'ailleurs, vous évoquez à un moment donné plusieurs temps de votre analyse qui sont liés avec votre vie privée. D'ailleurs, vous témoignez de choses très fortes, au-delà de devenir mère, aussi de vos rapports amoureux, de vos engagements, de cette vie à Paris, qui étaient les premiers moments dans les années 70. Mais à un moment donné, vous parlez, ça c'est juste un petit point peut-être technique, voilà, parce qu'on a peut-être des collègues qui seront très férus de théorie. Vous évoquez le passage dans la psychanalyse, non pas du face-à-face au divan, ça c'est un point qui existe, mais vous évoquez une substitution entre l'interprétation et la ponctuation. Tout à fait. Parce que, vous voyez, l'interprétation, elle relève de la pensée. La ponctuation relève du texte. Lacan traitait le discours comme un texte. Et il disait que chaque sujet a une épopée, Exactement. peut C'est un mot qui revient se plusieurs fois. révéler. Et ça, c'est fantastique. C'est-à-dire que euh, en disant ça, il valorise, il met en valeur l'individu. Il humanise encore plus la psychanalyse, d'ailleurs, comme Freud l'avait fait en rapportant, en introduisant les mythes grecs dans la théorie. Exactement. Donc, ce mot d'épopée, hein, ce signifiant d'épopée, il vous appartient au sens où il apporte vraiment quelque chose de la clinique même du docteur Lacan, qui est une éthique pour nous, psychanalystes contemporains, dans le monde dans lequel nous sommes, alors que souvent, la résistance, elle peut venir de l'analyste plus que de l'analysant. Oui, Lacan disait que Lacan ne parlait pas de contre-transfert, que je me Ah, souvienne. Il parlait du désir de l'analyste et, et il parlait de la résistance aussi que l'analyste peut avoir. je crois que ça, c'est très important. Parce qu'il y a une différence entre une parole vide et une parole pleine. Mm. Ça, c'est par exemple chez le patient, l'analysant, mais on peut très bien imaginer que cette même dimension de parole ou de silence, pourquoi pas, ça c'est moi qui rajoute, en complément de votre écrit, un silence vide et un silence plein par exemple. On pourrait imaginer des psychanalystes qui pratiquent un silence vide et d'autres qui pratiquent un silence plein. Ça fait tout à fait la différence dans ce qui peut se passer dans une psychanalyse. S'il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui va vous sembler totalement léger, mais il y a aussi des choses légères dans votre livre, dans ce témoignage. Vous évoquez que vous étiez admiratrice, vous vouiez, pardon, vous aviez un culte pour certaines actrices et vous évoquez Esther Williams. Ah oui, je nage toujours. Je Alors, nage toujours, je suis dites-il, née dans l'eau. c'est Et ça vrai? continue, oui. Les gens me demandent, mais comment se fait-il que tu as 80 ans et on ne le dit pas? C'est sûrement à cause de la natation. Alors pourquoi? Ah, voilà. Exactement. Donc, c'est pas que des actrices, ça peut être aussi Les sportifs. des sportives. Voilà, c'est exactement ce que je voulais entendre, pas entendre. C'est ce que vous écrivez dans votre livre, bien évidemment, Betty. Euh, j'ai... Est-ce que je peux lire un petit passage? Vous Ah oui, m'autorisez? ah oui. euh, alors, il y en a plusieurs, hein, mais bon, là, il y a quelque chose qu'on vient déjà d'évoquer ensemble. Et donc, directement, vous écrivez: pour rester en accord avec moi, Lacan a été capable de dire ce qu'aurait dit un père de saint. Oui. Il était un acteur feignant de ne pas l'être et se glisser dans chacun des rôles qui s'imposaient à lui. À seule fin d'entretenir le transfert avec moi, il est devenu brésilien. Il a sûrement procédé ainsi avec d'autres analysants venant d'autres horizons. Pour lui, la seule nationalité qui vaille, c'était l'analyse. Le dogmatisme n'avait pas sa place. Aux 5 rues de Lille, la pratique de Lacan était guidée par là, j'ai déjà cité, docte ignorance. Donc il y a plusieurs fois où vous convoquez des formules latines. Qu'est-ce qu'on peut en entendre de la docte ignorance en 2025, Betty Milan?
Vaste question. Elle n'est pas donnée à tout le monde, hein. C'est ce qu'on Non, peut dire. surtout, surtout, C'est-à-dire, surtout nous dans cette sommes époque. dans une époque de grand dogmatisme, et je pense que par la voie de l'art est un recours civilisatoire très important. Et je compte beaucoup sur cette voie aussi, pas que sur la voie de la psychanalyse, mais aussi sur la voie de la fiction, de l'art plastique. Mais la littérature, elle apporte. C'est pas par hasard que Freud et Lacan avaient une relation aussi importante avec la littérature. Freud a même été prix Goethe de littérature. Et elle peut, elle peut énormément apporter aux psychanalystes, je pense. Parce que un écrivain n'est pas soumis à, à, à la résistance que la présence de l'autre peut entraîner. Dans son rapport à ce que Dominique Marin, dont j'aime beaucoup son travail sur Beckett et Lacan, le rapport au discours intérieur est d'un autre ordre. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense qu'on a dépassé largement. Non, et on n'a pas dépassé les 45 minutes réglementaires d'une analyse, voilà, mais c'est très conceptuel. Non, on va dire qu'il y a le temps de Chronos, et puis il y a celui, comme vous le rappelez, et voilà, de Kéros, qui est rappelé sur la 4e de couverture. Il y a quelque chose d'assez fascinant sur pourquoi Lacan, avec aussi Adieu Lacan, pourquoi Adieu, Lacan, Lacan. Il y a comme ça des proximités dans ces deux ouvrages. Voilà. Il y en a un troisième également aux éditions RS qu'on peut que conseiller de lire. Mais surtout, mais ça, j'en parlerai une autre fois avec vous de visu. Vous avez écrit un livre qui s'intitule Paris n'en finit pas. Oui. Voilà. Et Et Paris ne finit jamais. Paris ne finit jamais, exactement. Voilà. Qui, moi, me Ok. rappelle un autre écrivain qui s'intitule Enrique Villamata. Betty Milan, merci Non, beaucoup. mais ce titre a été piqué à mon livre. Comme ça, c'est dit, Qui je le sais, qui c'est enregistré. C'est le dernier chapitre du livre de Hemingway. Hemingway dit, Hmm. euh, dans n'importe quelle circonstance, Paris vous apporte quelque chose. Et donc, c'est de là qu'est né Paris ne finit jamais, imité par l'autre écrivain. Oui, par l'écrivain de Barcelone Bon, effectivement Enrique Villamata. Mais signifiant n'appartient à personne, hein. non, et peut-être qu'on peut écrire Paris avec un S entre parenthèses. Dans la langue française, c'est le pari, hein, le pari qu'on fait avec la psychanalyse. Betty, merci beaucoup de votre Merci beaucoup. confiance. Grand succès pour ces 2 jours très importants à Paris. Pour la réédition de votre ouvrage, vous êtes à Paris en tous les cas pendant plusieurs jusqu'à fin octobre. Et donc j'espère que d'autres personnes vous inviteront. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir. Je coupe. Ah, Franck, c'était très bien. Merci beaucoup à vous.